Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, nous allons passer de l'autre côté de l'Atlantique, donc ici, pour aborder un point qui est légèrement différent parce que ce qui nous a intéressé précisément, c'était d'analyser le rôle politique d'Uber. Alors, pour Lucie, qui quand même a fait sa thèse sur les sciences politiques, c'était quelque chose quand même qui était plus naturel. Pour moi, juriste, c'était évidemment sur un terrain intéressant parce qu'on traitait de l'arène parlementaire, mais tout à fait novateur. Et d'ailleurs, toutes les deux, en fait, c'est Uber, l'insolence d'Uber qui nous a poussé dans cette recherche qui est d'ailleurs publiée. Attendez, ouais, ok, qui est publiée ici au Industrial Relations Journal of Economy and Society. Donc, si vous voulez vous y référer, c'est ce que nous allons vous exposer aujourd'hui. Alors, simplement sur ce point introductif, l'idée, c'était de comprendre comment, avant l'arrivée d'Uber, comment était l'état réglementaire du transport par taxi au Québec. Alors ici, on a vraiment été situé au Québec parce que c'est une réglementation provinciale. Donc, ce qu'on peut observer, c'est avant les années 70, c'est un secteur qui est complètement déréglementé, donc avec une suroffre, des salaires qui sont relativement peu élevés. Donc, il y a une surabondance et les travailleurs doivent travailler de nombreuses heures pour pouvoir avoir un salaire relativement et tout juste décent. À la suite de différents conflits, en 1973, va être adoptée donc une première réglementation qui va s'appuyer sur un triptyque réglementaire qui constitue à la fois d'assurer la qualité du transport par taxi. Donc, on va faire par exemple des vérifications sur les antécédents judiciaires, par exemple des chauffeurs, vérifier la qualité aussi des véhicules qui sont employés, mais aussi on va contrôler l'offre via le contrôle de la quantité, mais aussi on va déterminer un prix fixe relativement à la course par taxi. Donc, c'est vraiment ces trois piliers-là. Entre parenthèses, ces trois piliers-là vont être adoptés à peu près par toutes les réglementations nationales. Il faut souligner qu'en dépit de cette réglementation, on peut voir qu'au gré des années, il y aura véritablement une faiblesse au niveau institutionnel des différents acteurs qui vont être en place. Il y a un certain, je dirais, on pourrait qualifier de moribond l'industrie au moment où arrive précisément Uber, donc en 2014. Uber, donc, qui arrive dans un premier temps de façon totalement insolente, de façon illégale, puisqu'elle contrevient non seulement, ici c'est très réglementé, nous avions évidemment l'achat de permis qui était requis, le prix minimum de la course, donc tout ça, Uber ne le respecte pas, et donc il y a différents conflits qui interviennent, mais à ce moment-là, on va réglementer, on va re-réglementer, c'est ça qui va nous intéresser en deux temps. Tout d'abord, en 2016, une première réforme de l'industrie du taxi va être engagée, donc où là, on va créer un régime à double vitesse. Je vais vous expliquer en quoi, donc avec un projet pilote. Et ensuite, en 2019, on déréglemente complètement l'industrie au profit du modèle d'affaires. En fait, cette réglementation va épouser littéralement le modèle d'affaires d'Uber. Alors, pour venir de façon plus précise, et avant que nous exposions en fait l'analyse à proprement parler, la problématique. Alors, ce qu'on cherchait à comprendre avec Lucie, c'est vraiment, il y avait quelque chose de tout à fait inédit dans ce processus de déréglementation. C'était la première fois qu'on observait ce point-là, parce que on avait un nouvel acteur qui était une plateforme numérique qui arrivait avec ce mantra du capitalisme numérique: ask forgiveness, no permission, and move fast and break things. Donc, plusieurs auteurs avaient déjà souligné le caractère d'entrepreneurs réglementaires de ces plateformes, notamment Polman et Barry, qui, de leur côté, vont dire qu'ils vont, leur plan d'affaires, et c'est inscrit même dans leur plan d'affaires, de déconstruire ou de modifier les paramètres réglementaires qui sont existants
de façon à ce que le nouveau cadre réglementaire épouse leur modèle d'affaires. Et l'idée aussi, c'est on se multiplie de façon à être trop grosse à un moment donné pour pouvoir empêcher pour pouvoir les interdire. Autre point intéressant qui nous a interpellés, Lucie et moi, c'est vraiment le narratif qui était dégagé par les plateformes, un narratif qui était trompeur. On parlait de covoiturage, on parlait de faire des économies par rapport à l'auto-solo, on parlait même de covoiturage urbain, qui était une aliénation mentale pour nous qui regardions ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, mais quel est le rôle véritablement des idées? Il y avait très peu d'études qui avaient été faites, à part Seidel aux États-Unis, mais vraiment de comprendre comment les idées et comment les institutions, au fond, vont faire en sorte de pousser vers une déréglementation. Alors, donc, Lucie va présenter le cadre théorique et puis notre méthodologie. Oui, donc, comme vient de le dire Urvana, donc, on a dû utiliser, même si j'ai dans la tête, dans ma thèse, dans mon ancienne vie de doctorante, j'avais fait le tour d'à peu près toutes les théories sur les politiques publiques, comment on explique la transformation des politiques publiques. Face à Uber, ces théories-là, non pas qu'elles ne sont pas intéressantes, mais il manque quelque chose. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on s'est rabattu sur l'institutionnalisme discursif qui a été utilisé plus récemment par différents auteurs. Les approches idéationnelles ne sont pas nouvelles, mais il manque une dimension institutionnelle. Et ça devenait autant plus important de s'accrocher à ce nouveau champ théorique parce qu'on est en présence d'une innovation technologique disruptive, relativement disruptive. On peut avoir des débats, là, qu'est-ce qu'une innovation disruptive? Mais ce qui était disruptif, c'était la technologie d'une certaine façon, mais aussi le modèle d'affaires qui vient se greffer. Et qu'est-ce que ça fait d'introduire dans le champ politique ce type d'innovation-là? C'est que ça crée des incertitudes pour les décideurs publics. Et on le voit avec l'intelligence artificielle, ça a été discuté dans la présentation précédente, on vient d'en discuter, c'est qu'il y a une nouvelle façon de faire les choses, des nouveaux modèles d'affaires, des nouveaux acteurs qui ont une dimension qui est pratiquement du jamais vu. C'est des super multinationales, c'est pratiquement des petits États. Et on le voit avec récemment avec Elon Musk qui est dans l'automobile, qui est dans l'aérospatial, maintenant qui est sur les plateformes. Donc, on n'est plus avec les acteurs traditionnels, en guillemets. On n'est plus avec des technologies ou des modèles d'affaires. Donc, on est vraiment dans une disruption à plusieurs égards. Et les politiciens, les décideurs et même les acteurs sociaux ont plus les paramètres, n'ont plus les référents pour prendre des décisions comme ils l'ont souvent fait. Donc, ils se retrouvent dans cette zone-là où là, les idées viennent jouer un rôle plus déterminant. Les idées ont toujours été dans l'arène politique, mais elles jouent un rôle d'influence où elles sont plus ou moins déterminantes, où elles viennent se greffer avec d'autres facteurs. Mais dans ce cadre-là, les idées, elles viennent fournir des cadres d'interprétation qui permettent aux décideurs, aux acteurs de faire du sens et de trouver une voie, d'interpréter les problèmes. Quels sont les problèmes et quelles sont les solutions? Donc, sans ces cadres-là interprétatifs-là, les décideurs doivent s'accrocher à quelque chose. Donc, ces cadres-là deviennent importants. Mais les idées, c'est rarement les seuls vecteurs de changement. Et c'est souvent ce qui était reproché aux analyses, aux théories qui se fondaient que sur le narratif ou les idées. On disait les idées en soi, oui, mais qu'est-ce qui fait que c'est un facteur causal, vraiment, facteur causal, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est vraiment explicatif. Donc, c'est que c'est l'interaction, Urvana l'a mentionné, c'est que ces idées-là sont portées, sont amenées dans l'arène institutionnelle, dans l'arène politique, par des entrepreneurs, donc comme Uber et comme d'autres. Et là, ces idées-là, pour qu'elles aient une portée, il faut qu'elles prennent une dimension collective. Donc, il faut qu'elles aient une portée, que des décideurs les reprennent, que des acteurs, que des gens qui les approprient et en font, ils lui donnent une portée collective et que ça devienne un lieu de débat. Les idées sont débattues. Des idées nouvelles, il y en a eu plein qui ont sorti durant le colloque.
lesquels vont ressortir et vont mener à des transformations des politiques publiques. Il y en a beaucoup d'idées qui circulent, mais donc, il faut avoir cette portée collective-là. Et finalement, les règles institutionnelles vont venir jouer un rôle parce que les idées peuvent avoir une portée collective, mais elles peuvent avoir des adeptes, des gens qui les défendent, des collectifs qui les défendent, mais il faut, pour qu'elles deviennent une action, une transformation des politiques publiques, il faut vraiment que dans l'arène institutionnelle, on ait, et là, c'est propre à chaque pays, nous, on est dans un système parlementaire britannique et où les règles institutionnelles, les règles parlementaires vont faire en sorte de faciliter ou au contraire de bloquer des idées pour qu'elles se transforment vraiment en politique du travail. Méthodologie, j'y vais rapidement. Ce qu'on a utilisé, c'est surtout une méthode qualitative. On a étudié 900 pages de commissions parlementaires, les projets pilotes, les projets de loi, les mémoires, donc sur une période de 4 ans, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, comme vous allez le voir. Sans rentrer dans les détails méthodologiques, il ne s'agit pas juste de faire de la codification des idées. Oui, les idées, mais il faut savoir par qui elles sont portées et quand elles sont portées. Parce qu'un projet de loi peut déjà être sur la table et à un moment donné, il y a des idées qui viennent légitimer le projet de loi, mais elles arrivent après coup. Pour vraiment démontrer que l'idée est à l'origine de la transformation, il faut donc étudier qui, quand, les narratifs, on va vous en parler, les coalitions, en quoi elles ont agi comme des coalitions, des magnets, des aimants, et comment ces idées-là ont évolué dans le temps et la combinaison avec les règles institutionnelles. Alors, donc, voilà nos résultats. Alors, la première, en fait, on a isolé 2 batailles. Je vous avais parlé de 2 projets de loi qui vont amener la déréglementation. Le premier projet de loi donc a été adopté. Il avait vraiment pour ambition de moderniser l'industrie du taxi, mais en toute équité. Et je vous cite, le ministre dira « Nous allons inviter Uber, mais je ne m'assieds pas à la table de négociation avec lui. » Il veut absolument garantir la justice pour tous, éviter l'évasion fiscale et l'équité. Toutefois, on note déjà des grandes dissensions à l'intérieur du parti au pouvoir. La première chose, c'est que l'aile jeunesse, en particulier du Parti libéral, est tout à fait reprend en quelque sorte le discours. C'est les jeunes, en fond, du Parti libéral, qui ont un pouvoir relativement important, vont reprendre en partie le discours d'Hubert. Donc, ce choc véritablement, donc on voit cette dissension à l'interne. Et autre élément significatif, c'est qu'il va y avoir plusieurs ministres des Transports qui vont se succéder, preuve qu'il y a véritablement une tension sur l'orientation à prendre. Alors, donc, l'aile jeunesse du Parti libéral va connaître aussi un écho favorable avec l'opposition à l'époque. Maintenant, c'est le pouvoir que nous avons en place ici, mais la CAQ qui, effectivement, est favorable aussi aux idées d'Hubert. Et Hubert qui, par la voie de ses actions, va réclamer l'établissement d'un régime temporaire. Et son vœu va être exaucé puisqu'on va élaborer une réglementation temporaire, ce qu'on appelle une réglementation expérimentale, dans le but d'observer, au fond, comment ce modèle d'affaires aurait un impact sur l'industrie actuelle. Autre point, c'est qu'on a cette alliance idéationnelle en fait entre le parti les jeunes libéraux, la CAQ, donc l'opposition, et Hubert, et on voit qu'il y a un certain arrimage entre les idées et les institutions, puisque petit à petit, à la fin de l'adoption de la loi va être adoptée sous le bâillon pour que le projet de loi soit adopté, et projet de loi dans lequel il y a ce fameux projet pilote. Donc, on voit bien qu'on se sert de l'institution, ici, la mise du bâillon, pour encourager l'adoption de ce projet de loi. Deuxième bataille. Ça va être très rapide parce que là, ça se règle assez vite. Il y a une élection, le parti dont vient de parler Urbana, qui s'était lié avec les jeunes libéraux et avec Hubert, prend le pouvoir, il obtient une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce que ça veut dire dans notre système, c'est qu'il peut prendre à peu près toutes les décisions qu'il veut.
malgré l'opposition, malgré tout ce qui se passe. Donc, ça lui confère, les règles institutionnelles lui confèrent le pouvoir de faire à peu près ce qu'il veut. Donc, ce changement-là, il est déterminant et on sait… Pardon, donc je dois terminer. Donc, ce parti arrive au pouvoir et il y a eu une commission parlementaire. Puis-je dire qu'il y a eu un processus démocratique? Les partis d'opposition se sont tous mis ensemble, même le Parti libéral qui avait adopté un projet pilote pour donner une voie d'accès privilégiée à Uber, puis avait mis en place deux régimes en parallèle. Le Parti libéral, le Québec solidaire, donc bref, tous les partis d'opposition vont en commission parlementaire, reprennent le projet de loi ligne par ligne et montrent les failles dans ce projet de loi-là qui vient carrément ouvrir la voie à Uber au niveau, on déréglemente, on enlève les permis. Les chauffeurs de taxi, ce que ça veut dire, c'est que la valeur de leur permis a diminué pour plusieurs. C'était leur régime de pension. On ne parle même pas, ou à peine dans nos 900 pages, c'est à peine si le mot travailleur, chauffeur de taxi, conditions de travail est évoqué. Sinon par les partis d'opposition qui essaient de soulever la question. Mais on va parler d'un modèle plus éco-énergétique, on va parler de partenaires, on va parler du consommateur. Donc, vous connaissez un peu, de façon générale, tout le narratif autour des idées du maire. Et le gouvernement endosse ces idées-là et finalement amène à la réforme de l'industrie du taxi parce qu'au Québec, c'était une loi qui était nationale et ce n'était pas régulé au niveau municipal comme dans plusieurs États, notamment américains. Donc, c'est vraiment l'ensemble de l'industrie qui est transformée et qui est déréglementée, et ce, malgré, comme je vous dis, l'opposition et l'industrie du taxi qui a essayé de cette fois-ci d'être plus coordonnée, plus verbale et qui a manifesté parfois de façon assez visible leur mécontentement en disant « Nous sommes là, vous ne pensez pas à nous ». Alors, ça menait à une dérégulation totale. Donc, dans ce cas-ci, le gouvernement n'a pas été inerte. Il a été très actif, mais pas dans le sens des travailleurs. Alors, on arrive à notre conclusion. J'avais mis 15 minutes, Madame la Présidente. Alors, 3 grandes conclusions de cette analyse. La première, c'est qu'on remarque qu'il y a une fenêtre politique qui s'ouvre, et c'était particulièrement prégnant dans ce cas-là, sur lorsque en fait, le terrain est relativement, je dirais, propice à cela. Et l'héritage institutionnel, je vous en ai parlé dès le départ, était relativement moribond. Il y avait une certaine faiblesse institutionnelle qui a facilité l'arrivée d'Uber. Ça, c'est enfin, c'est évitable. Donc, on voit bien que Uber, ici, va agir vraiment comme un entrepreneur idéationnel, avec des idées qui sont complètement nouvelles, qui sont attrayantes à comparer, au fond, de l'industrie classique du taxi, où tout le monde dit que c'est sale, que ça ne fonctionne pas, que c'est ceci, cela. Alors, le deuxième point, la deuxième grande conclusion que nous avons soulignée, c'est l'importance des aimants de coalition. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure, puis Lucie est revenue là-dessus. C'est la façon dont finalement Uber va se saisir de l'opportunité que présentent les jeunes libéraux qui sont favorables à ces idées-là. Donc cet aimant de coalition va faire en sorte que on gagne du pouvoir, puis l'opposition aussi va se ranger. Donc là, on a comme le Parti libéral qui est déjà divisé, mais aussi une opposition qui est très forte et qui est majoritaire, enfin qui n'est pas majoritaire, mais qui du point de vue des idées, va arriver à imposer des idées. Puis l'autre point intéressant qu'on a évoqué et puis qu'on a dégagé dans nos recherches, c'est l'ambiguïté de la terminologie qui est employée dans Uber. Dans son mémoire, il utilise par exemple des mots qui sont polysémiques. Par exemple, on va parler de mobilité, du caractère écologique et de la notion même de partenaire, tu l'as évoqué. Donc là, il y a l'entrepreneuriat, mais sous toutes ses belles formes. Donc, ce narratif devient très séduisant et finalement, on va élaborer des coalitions qui sont éphémères parce que ce sont des coalitions qui n'ont pas du tout les mêmes idées sur le plan du fond.
Donc, voilà. Puis troisième point, la question plus fondamentale que on s'est posée au final, dans cette recherche, c'est, l'économie des plateformes, vu leur façon de procéder, et la façon de s'immiscer comme un acteur, je dirais, on est à l'heure d'Halloween, alors, ce serait plus un genre de ghost, mais qui agit un peu comme un ghost, et qui finalement arrive à l'intérieur de nos institutions les plus démocratiques pour modifier en sa faveur, en vertu de son modèle d'affaires et non pas de l'intérêt public, ce qui devrait être l'objectif d'un projet de loi bien adopté et pour une meilleure société. C'est ça ce à quoi on s'attend. De ce contexte, on se pose la question. En quoi, en fait, on l'a démontré que ça peut être une menace démocratique et ça nécessite pour nous, comme chercheurs, d'être particulièrement attentifs justement au maintien de nos démocraties face à de tels joueurs. Voilà, merci de votre attention. Oh, pardon, excuse-moi. Si vous me donnez juste 10 Oh, secondes. pardon, excuse-moi. Il n'y a aucun souci. Non, mais je trouvais juste important sur les implications pratiques de tout ça. Ça a été extrêmement stimulant de travailler avec Urbana sur ce projet-là intellectuellement, mais ce qu'il faut en tirer comme conclusion, une des conclusions, c'est que ces nouvelles technologies-là qui s'en viennent, ils créent, comme je l'ai dit, beaucoup d'incertitudes, ils ouvrent la voie à des grands entrepreneurs idéationnels. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on voit l'importance du narratif, on voit l'importance des incertitudes, donc c'est l'importance de créer un contre-narratif. Il n'y a rien de nouveau. Hyman le disait, je pense, en 2014, sur les organisations syndicales, l'importance de développer un contre-narratif pour s'engager dans cette bataille narrative-là, parce qu'il faut se dire que les acteurs, on connaît pas l'ensemble des implications, ni même ceux qui développent ces technologies-là ne peuvent même pas dire quelles vont être les implications futures, ni les décideurs, ni les acteurs. Donc, il faut développer ce narratif-là pour être capable d'offrir une alternative qui peut résonner aux oreilles des décideurs qui entendent un contre-discours. S'ils n'entendent pas ce contre-discours-là, la voie est facile pour ces entrepreneurs-là idéationnels.